dispositions qui vont connaître un certain succès dans le rapport du BAIQ, qui vont être reprises par la suite, sont des dispositions qui, effectivement, vont avoir eu une bonne efficacité dans les milieux urbains. Le BAIQ a servi à quelque chose pour améliorer le statut de Rimouski, le réseau de l'Université du Québec, la rive sud, la côte nord. Oui, les traversiers, et des avancées sur ce que pourrait être une forme de gouvernance un peu plus emprise sur le milieu. Donc, une certaine sensibilité à la décentralisation, mais à une décentralisation qui, dans les faits, a été davantage une déconcentration qu'une décentralisation. On a envoyé des fonctionnaires en région, les ministères ont ouvert des directions régionales, etc. Mais ces directions régionales-là, ce n'étaient pas des instruments de décision pour la région, c'était des courroies, essentiellement, de transmission des grandes politiques dans le développement du milieu. Alors que le BAIQ souhaitait qu'il y ait une dynamique régionale qui s'installe. Tout à fait, tout à fait. Et ce discours-là est resté. Il a passé. C'est encore le discours des élites locales, le discours de la décentralisation. On revendique encore les pouvoirs de décision. Au fil des années, certaines conquêtes avaient été réalisées. À partir des initiatives que le PQ a fait en créant les MRC, sur lesquelles progressivement, dans les années 80, 90 et 2000, on a greffé différentes formes institutionnelles, conférences régionales des élus, conseil régional de développement, là, la séquence est variable, mais essentiellement, ça a donné comme résultat un espace un peu plus grand pour les élites locales dans la discussion sur le développement du milieu. Cette discussion-là était menée, pour l'essentiel, dans un dialogue avec les instances bureaucratiques, les directions régionales, les ministères, la modulation des programmes selon les caractéristiques des localités, etc. Et même ça, c'était trop. Quand le gouvernement libéral de Jean Charest et surtout celui de Philippe Couillard arrive aux affaires, essentiellement, on pense que ces affaires-là, c'est du gaspillage et que c'est inutile. Okay? Que le développement va se faire par le marché et qu'il faut enlever les couches de gouvernance et de réglementation qui empêchent le marché de bien fonctionner. C'est la théorie néolibérale classique qui va être appliquée. Donc, on va abolir les conférences régionales des élus, tous les instruments de concertation, on va les abolir. Il va en rester des débris un petit peu partout, parce qu'il y avait quand même eu une habitude et une culture de la concertation qui avait commencé à se développer. En fait, c'est parce que l'État a aboli toutes ces structures-là en disant, désormais, on va confier ça au MRC. Dans un premier temps, les élites locales pensaient que dans la réforme, l'argent allait rester là. Et ils se sont fait entuber complètement parce que l'abolition s'est pas traduite par on laisse l'enveloppe dans la région, ils ont rapatrié 2/3 des fonds à Québec. Alors, les MRC se sont fait confier de plus en plus de responsabilités avec encore moins de moyens. Et essentiellement, leur responsabilité qui s'était sédimentée au fil depuis la création des MRC autour de l'aménagement du territoire, autour des instances de planification, un peu des infrastructures, tout ça. Là, maintenant, on leur confie plus de responsabilités en développement social, en développement culturel, en développement économique, avec très peu de moyens, puis, évidemment, dans un contexte d'émiettement complet. Alors donc, le BAIQ n'a pas été sans effet. Il a permis le déploiement technocratique des instances que la Révolution tranquille mettait en place. Il a créé des conditions inspirantes pour ce que pourrait être la décentralisation. Okay? Mais tout ça, maintenant, a été balayé. Ça n'existe plus. Il reste le discours sur la décentralisation qu'on entend tous les jours. Ben, c'est un discours. Dans les faits, les éléments les plus structurants du rapport ont déjà donné leurs fruits.
Okay? Et ces fruits-là sont de plus en plus exposés aux tavelures, on pourrait dire, aux tâches que va provoquer la logique marchande sur le développement régional. Dans les faits, le parti pris du gouvernement du Québec, puis parfaitement avalisé par le gouvernement canadien qui pense la même affaire, c'est le marché qui va décider. L'ennui, c'est qu'il y a un reste. Et ce reste, c'est le même reste que celui que le BAEQ avait oublié aussi. C'est-à-dire que là, maintenant, les municipalités qu'on n'a pas fermées continuent de crever. Ils sont à l'agonie. Okay? Alors, évidemment, la bureaucratie n'est jamais à court d'euphémisme. Alors maintenant, on parle de communauté en voie de dévitalisation pour ne pas utiliser ce que disaient déjà les partisans des paroisses marginales. Le milieu se meurt. Okay? Donc, la dynamique du développement régional au Bas-Saint-Laurent, comme dans d'autres régions du Québec, est marquée très profondément par ce clivage entre les petits centres urbains qui se développent. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Les notables de Rimouski n'aiment pas entendre dire que c'est un petit développement, c'est un petit milieu urbain, là, c'est tout petit quand même. Qui se fait au détriment de la ruralité. Bien, c'est-à-dire qu'il se fait, non pas au détriment, dans l'indifférence totale. Ouais. Il n'y a pas de solidarité organique forte se traduisant dans les institutions, dans le discours, ça, tout le monde est pour la vertu, là, mais se traduisant par une mobilisation réelle sur la situation. Au contraire, ce qu'on entend dans les officines, évidemment, c'est pas dit dans les médias, c'est pas dit sur la place publique, mais ce qu'on entend dans les officines, c'est bon, on les regarde mourir. Et c'est ça que, essentiellement, qui est le reste, OK, qui revient comme un fantôme nous hanter, c'est que la dimension territoriale, dans notre modèle de développement, elle était intégralement pensée dans une stratégie de peuplement. Alors là, maintenant, on roule d'un euphémisme à l'autre. Alors, il n'y a pas de solution qui, dans ce modèle-là, okay, ne produit pas un reste. Et c'est ce reste-là qui revient de manière récurrente, toujours de façon de moins en moins aiguë, parce que les gens vieillissent, ils s'épuisent, mais dans les faits, c'est cette ambition-là de maintenir ce territoire-là au profit des vivants, pas du capital. C'est cette ambition-là qui revient tout le temps, mais qui revient même chez des gens épuisés. Une des tendances qui se dessine à vitesse grand V, c'est l'accaparement des terres et l'accaparement des ressources, tout court, par les grandes firmes, par le capital, essentiellement. Donc, on voit que les industries agricoles sont de plus en plus intégrées et on voit que des groupes, maintenant, acquièrent des fermes et les intègrent dans l'économie de marché de façon encore plus aiguë, en profitant pleinement de la financiarisation. Alors, par exemple, quand on acquiert des terres, ben, on les met en production de céréales pour être capable de jouer sur le marché de Chicago avec les meilleurs prix pour l'exportation. Là, on enlève le cheptel, on vend les... Absolument. Là, on élimine tout. Là. Oui, mais on est dans le paradoxe bureaucratique par excellence. Ça va produire une augmentation de la croissance. Ça va produire probablement de meilleures statistiques sur la mise en production des terres, sur les revenus que ça va générer, mais ça ne sera pas ceux du milieu. Alors, ces accapareurs de terre-là, par exemple, il y en a déjà, là, on peut documenter ces pratiques-là. Au Bas-Saint-Laurent, il y en a au moins 3 connus. Il y en a d'autres qui avancent plus
à couvert. Et essentiellement, ça repose sur l'utilisation de travailleurs étrangers temporaires et sur la financiarisation, c'est-à-dire on va optimiser les choix de production et de l'organisation du territoire en fonction de ce que ça va permettre de générer comme revenus sur... Comme on a fait en Afrique, on a fait tomber les cultures vivrières, on les a spécialisées dans l'arachide, par exemple, puis là, il était dépendant des marchés. Ben ici, on ne s'est pas rendu encore dans ces excès-là, mais c'est le même dilemme. Nous, dans les années, les luttes populaires ont porté sur la façon d'aménager un contrat social qui permettait la relative équité dans la participation à l'économie marchande, donc à l'agriculture industrielle, avec la présence d'une agriculture de métier qui soutient le peuplement et qui soutient les familles. Alors que là, manifestement, la tendance est, comme ces communautés sont en voie de dévitalisation, c'est qu'elles ont déjà été sanctionnées par le marché. C'est ça le paradoxe. S'il y avait de l'argent à faire là, elles se seraient développées, s'il y avait de l'argent à faire dans des perspectives des investisseurs. Les locaux qui avaient des projets n'ont pas pu bénéficier de toutes les conditions qui rendaient ces projets-là possibles. Ils n'ont pas pu bénéficier des mêmes conditions de succès. Et là, ben maintenant, au fur et à mesure que la situation se détériore, que les communautés se dévitalisent, le marché y voit des occasions. Parce que là, cette dévitalisation-là s'accompagne de quoi? D'une pression à la baisse sur les valeurs foncières. Donc, on peut acquérir de la terre et de gros morceaux de terre pour beaucoup moins cher qu'ailleurs, et c'est là-dessus que on va jouer. Donc, le développement agricole, le développement local des communautés dévitalisées est en quelque sorte plombé par sa réalité de déstructuration. On ne pourra pas ouvrir une usine à Saint-Guy ou à Saint-Médard. Pourquoi? On ne peut pas s'y rendre. Les conditions de transport sont infectes. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Alors, les conditions sont telles que la communauté ne peut plus prendre en charge tous les aspects de son développement. Et c'est ça la cruauté de la situation. Parce que une partie des élites, une large partie des colons, ils tiennent à leur milieu. Ils tiennent encore le discours de la décentralisation, le discours de la prise en charge, mais ils n'en ont plus les moyens. Ils ne sont plus capables de réunir les conditions de succès de cette prise en charge-là. Et évidemment, c'est une situation qui est utilisée pour retourner leurs revendications contre eux-mêmes, en disant il n'y a rien à faire là. La démonstration est faite. Ouais. Alors, il y a une espèce de tautologie dans la situation qui, essentiellement, était comme en creux dans le rapport du BAEQ. Parce que, faisant l'impasse sur les enjeux propres au développement rural et au maintien de la structure de peuplement, ben, on n'a pas agi et les facteurs déstructurants qui, à l'époque, agissaient, ont continué d'agir et on est maintenant devant cet héritage-là, qui est celui d'avoir une région très durement et violemment clivée entre les communautés dévitalisées et celles qui, sur le bord du fleuve, peuvent profiter du tourisme et de la bonification foncière. Mais les autres sont, assez paradoxalement, au même point qu'elles étaient au sortir des années 50. Quand il parlait de la rationalisation dans le secteur rural, puis là, par exemple, il y avait 53 établissements dans l'agriculture, on a réduit à 4. Oui. Une logique derrière. Ben, cette logique-là était celle à laquelle on a assisté, c'est à la concentration des moyens de production. Il y a différents modèles. Okay? Dans le modèle de Pangea, par exemple, là, OK, ils achètent la ferme, puis ils mettent le propriétaire littéralement en salaire chez eux. C'est-à-dire qu'ils signent un bail, c'est lui qui prend les risques, mais eux, ils lui assurent que... Bon, essentiellement, les groupes
qui se développe soit par croissance par acquisition, donc un cultivateur qui devient un gros cultivateur, qui devient un gros cultivateur, puis qui là, pour devenir encore plus gros, est obligé de se trouver des investisseurs pour soutenir sa croissance. Donc là, il va s'associer avec des groupes financiers et il va devenir, finalement, une grande compagnie qui va posséder 10 000 hectares, puis qui va posséder, je ne sais pas combien de vaches ou d'équipements comme ça. Alors, ça, c'est par croissance interne. Il y en a des groupes comme ça au Québec. Il y en a quelques-uns. OK? Mais il y a d'autres formes qui vont être induites de l'extérieur. C'est-à-dire que ça va être des investisseurs qui achètent et qui veulent se donner rapidement la masse critique. Alors, ils peuvent acheter directement ou ils peuvent procéder, et on le voit là, dans la région de la Prairie, par exemple, dans le Napierville, dans le Jardin du Québec, on voit des sociétés américaines maintenant qui concluent des ententes commerciales avec des producteurs maraîchers. OK? Alors, Driscoll, par exemple, qui est une grande compagnie qui produit des petits fruits en Californie, a maintenant des ententes d'affaires avec des producteurs de la Montérégie. Ils achètent la totalité de la production framboise qui est vendue et mise en marché sous l'étiquette Driscoll. Au gré des transactions, on peut prévoir que la croissance va faire en sorte que les producteurs vont avoir intérêt à s'associer plus intimement, pas juste à vendre la récolte, mais par exemple, la compagnie va dire, toi, tu n'as pas les reins assez solides, mais on peut acheter ton voisin, puis c'est toi qui vas s'en occuper. C'est comme ça que le groupe grossit. Alors, cette croissance-là, par acquisition, fusion et développement de sous-traitance plus ou moins captive, c'est le modèle plutôt dominant. Dans notre cas ici, il est encore émergent, mais ailleurs en Amérique du Nord, il est beaucoup développé. Et dans la situation des régions du Québec, ben là, on le voit, il y a eu des gros cultivateurs qui ont acheté les voisins, tu vois. Et il y en a un certain nombre qui ont un peu d'argent, qui ont pris connaissance des opportunités, entre guillemets, pour employer l'anglicisme. Alors, par exemple, il y a des gens maintenant qui possèdent 700-800 lots, 900 lots. Ça se trouve, ça. Hein? Alors, ces 900 lots-là, le gars, il les a acquis un par un. Et, bon, ben là, le mouvement de concentration, c'est une logique économique. Lui, il y en a 900 lots. OK? Ça vaut, je sais pas, mettons, ça vaut 35 millions. Bon. Ben, quand tu es rendu à 35 millions, les gens qui ont de l'appétit, puis qui ont de l'argent, ben, peut-être tu vas pouvoir le vendre à 50 millions. Le mouvement de concentration fait en sorte que, progressivement, il y a d'immenses empires terriens qui se développent. Ça a donné lieu, par exemple, dans le modèle américain, à quelque chose d'absolument incroyable. Il y a des nomades de la récolte. Des gars qui ont des compagnies de machinerie et qui profitent de contrats de sous-traitance par ces grandes firmes-là, qui leur donnent un contrat. Alors, ils suivent le mûrissement des récoltes. Ils se promènent. Alors, eux, ils vivent dans les roulottes avec des grosses machines, puis ils se déplacent. Alors, du point de vue statistique, ils produisent de la richesse, ils récoltent, les statistiques augmentent. Mais dans les faits, ça fait en sorte qu'il y a des cantons entiers qui sont désertés aux États-Unis. Là. Il y en a plein. Bon. Alors, nous, ici, on n'est pas là. Et j'espère qu'on ne se rendra pas là. C'est pas... Avec ce que tu disais dans le Bas-Saint-Laurent, on s'en va vers ça. Donc. C'est un risque réel, absolument. Oui. Tu vois? Alors, il y a des gens qui pensent que, bon, tant que c'est des Québécois qui achètent, on n'est pas si pire. Non, c'est pas vrai. Les Québécois vont être là de façon transitoire. Le capital sans frontières. Hein? Et d'autre part, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif n'est pas de générer le maximum de richesse sur le maximum de territoire. C'est de produire de la richesse pour soutenir notre peuplement et offrir à ceux qui désirent vivre dans ces milieux-là les meilleures conditions possibles.
Bas-Saint-Laurent, 14 000 emplois. Dans le Bas-Saint-Laurent, 310 millions de retombées économiques. De quoi être fier. Plus on tarde, plus le milieu se détériore, plus les moyens qu'il va falloir déployer pour le revitaliser, pour le viabiliser, vont être exigents. On savait que pour réussir le passage à l'agriculture marchande, il fallait qu'il y ait moins de fermes. Parce que la taille moyenne des fermes devait agrandir, la taille du cheptel devait grossir, les investissements requis pour s'en occuper devaient grossir. On savait ça. Et l'enjeu était de dire, OK, il va y avoir la moitié moins de fermes pour arriver à... Et c'était le dilemme de l'UPA, okay, de l'UCC à l'époque. Ouais. Il va y avoir la moitié moins d'agriculteurs, mais ceux qui vont être en agriculture vont mieux vivre. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Alors, pour faire de quoi avec les autres, c'est ou bien tu les incites à sacrer le camp, ou bien tu développes des stratégies de requalification et tu reconstitues une chaîne de transformation. Alors, l'idée, c'était de dire, ces populations-là, on peut les maintenir dans le milieu à condition de développer sur le milieu des stratégies qui vont absorber cette main-d'œuvre-là dans des projets économiques. Il y en a eu. Les colons avaient des idées là-dessus, mais les conditions que ça requérait pour que ça marche n'étaient pas dans leur contrôle et ils n'étaient pas du tout ni au goût du jour, ni dans les cartons gouvernementaux. Non, le BRQ voulait les requalifier pour l'industrie minière. Oui, absolument, pour le marché de l'emploi. Il n'était pas la priorité du marché, mais de s'organiser. Les autres, ils voulaient faire ça de façon plus... Oui, ben oui, c'est le pacte technocratique avec le libéralisme. Ouais. On ne voulait pas les envoyer, les laisser tout seuls se dépatouiller, mais on voulait les intégrer dans un marché de l'emploi sur lequel il n'y avait pas de contrôle. Le régime forestier, le régime minier, c'était des régimes qui travaillaient, et qui continuent de le faire, à délocaliser la production, qui travaillaient à concentrer la propriété, qui travaillaient à produire le plus d'externalités négatives possible pour écrémer le milieu. Et évidemment, la forêt là, est devenue l'exemple par excellence. C'est terrible ce qui arrive à l'économie forestière du Québec, là. C'est terrible. La forêt boréale est un joyau exceptionnel qu'on laisse dépérir et qui est pillé littéralement par des entreprises forestières qui sous-investissent depuis 150 ans au Québec. Et on octroie des... Le mythe que les compagnies font du reboisement, c'est complètement... Non, non, mais c'est parce que le problème, c'est pas le reboisement même mal fait. Le problème, c'est le contrôle sur l'allocation des ressources forestières en fonction de stratégies de développement du milieu pour capter la richesse dans le milieu, pas pour l'exporter. Ouais. Alors, depuis toujours, on a fait quelque chose de scandaleux. La fibre d'épinette noire est une des plus précieuses. On fait, nous, des commodités avec ça. Ça n'a comme pas de bon sens, c'est anti-économique. Mais on a fait du papier de toilette et puis du papier journal. Alors, c'est une fibre qu'on pourrait faire? Ah ben oui, absolument. La fibre d'épinette noire est une fibre qui a un énorme potentiel, autant en xylochimie, donc en chimie des molécules. Il y a plein de potentiel. Depuis toujours, l'industrie nous sert, puis les politiciens encore plus que tous les autres, nous sert le couplet de la deuxième transformation, la troisième transformation. Mais la vérité, c'est que on est encore dans les commodités et que ces commodités-là sont de moins en moins payantes et donc que la forêt génère essentiellement des profits qui sortent et du chômage dans les milieux. Thierry Chibougamau, c'est un exemple extraordinaire d'une famille qui a été extrêmement débrouillarde à composer avec les
vices du régime forestier. Ils sont venus à développer le bois d'ingénierie, hein, et les structures, les pièces en lamellé collé, etc., parce qu'ils ne parvenaient pas à percer le mur dressé par les grandes entreprises qui contrôlaient les contrats d'aménagement. Ils ont, à force d'ingéniosité, okay, ils ont rabouté des morceaux et ils ont mis de la connaissance là-dedans. Ça s'appelle la valeur ajoutée. Là, maintenant, tout le monde les porte au nu, mais il y en a juste une, hein? Tu sais, il y en a juste une. Les entreprises de ce type-là, il en faudrait 1000. Ouais. Et c'était ce type de valorisation que, pas dans le cas du lamellé collé, là, qui est une innovation portée par cette famille-là, mais il y avait dans les villages, il y avait dans la Fédération des chantiers coopératifs, il y avait des propositions de captation de la valeur ajoutée. C'est donc les pas des papiers qui contrôlaient. Ah ben oui, ben oui. Oui. Et puis le siège pour le 2x4, les gens oublient que c'est essentiellement pour faire du pranti, pour les fournir les intrants pour les pâtes et papiers, et tant mieux si on peut vendre des 2x4, mais l'intérêt, et en plus le prix de la fibre est contracyclique, c'est-à-dire qu'on s'en sert pour contrebalancer les fluctuations de prix des 2x4. Alors que on est en pleine crise du logement, puis on découvre tout à coup qu'on ne fait rien que le 2x4, hein? Alors que on aurait pu voir venir depuis longtemps. On n'a pas soutenu. La forêt du Québec, ça appartient à tous les Québécois. Or, comment se fait-il que 82% des allocations du lac Saint-Jean sont maintenant contrôlées en Indonésie? Essentiellement, c'est les lois du marché qui fonctionnent. Et là, c'est un géant des commodités et une entreprise qui est passée maître dans l'art de la rationalisation, regardez bien ce qui s'en vient, qui vient de mettre la main sur la forêt du lac Saint-Jean. Okay? Donc ça, c'est le régime forestier. Ces gens-là, ils font ce que la loi permet de faire. Alors, c'est le régime forestier lui-même qui est en cause. Et ça, c'était le régime forestier, c'était l'obstacle absolu à la relance des paroisses marginales. C'est là-dessus que Guyenne, par exemple, m'a frappé un mur. Ah, complètement. Il n'y a pas eu accès au public. Oui, mais pas juste Guyenne, les coopératives forestières dans leur ensemble, et ce qui les a progressivement, d'abord, condamnés à un certain déclin, et les a enfermés dans une logique de sous-traitance, pour l'essentiel. Les coopératives sont devenues des sous-traitants des grands exploitants. Alors que, dans l'ambition originelle, si on peut dire, elle devait être le socle des économies de chacun de ces villages-là. Tout à fait. Et ça aurait été possible, à condition d'agir sur les conditions d'allocation de la forêt et sur les conditions de transformation de l'industrie, donc les programmes de subvention, les programmes d'accompagnement et d'aide pour que ça se développe. Mais là-dessus, il n'y avait plus de porteurs. L'État avait fait son choix. Quelle leçon on peut tirer du BAEQ? Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de tout se détricoter. Oui. Mais il y a quand même des acquis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Bien, sur les diplômes, là, il y a beaucoup de matière. Alors, il n'y a pas une voie royale, mais une des leçons qu'on peut tirer du BAEQ, c'est précisément que on ne peut pas faire de développement régional si on ne combine pas les stratégies de développement économique avec les stratégies d'occupation du territoire et de viabilisation des structures de peuplement. Ça, le BAEQ, c'est ça qu'on apprend. On l'apprend par défaut, parce que comme il ne l'a pas fait ou il n'a pas pu le faire, ben, on est devant ces problèmes-là maintenant. La dévitalisation des communautés du Bas-Saint-Laurent, c'est le résultat net de cette incapacité que nous avons eue, l'incapacité devant laquelle les tenants du BAEQ ont été placés, d'agir simultanément sur ces trois fronts.
Et sans agir sur ces trois fronts-là, il n'y a pas de possibilité que l'immense potentiel de ressources économiques, naturelles de cette région-là soit au service de ceux qui l'habitent. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valorisation économique possible, mais on le voit dans l'économie des pêches, c'est patent, par exemple. La Gaspésie voit ses usines achetées par des concurrents étrangers qui arrivent avec des travailleurs temporaires, qui transforment le poisson qui reste, et puis le résultat net, c'est des travailleurs temporaires qui sont là pendant 3 mois, qui exportent l'essentiel de la masse salariale, mais qui font vivre le dépanneur. Et puis, ce que nous apprend aussi le BAEQ, là, c'est que si on s'imagine que les solutions de marché vont régler l'affaire, on se trompe. Mais les solutions de marché sont bougrement efficaces pour nous aider à produire des moyens de mitigation. Les grosses jobs à 50$ de l'heure, c'est ça que c'est, essentiellement. Ce sont des moyens de mitigation. Le premier ministre l'a dit clairement, OK, moi, je veux livrer des salaires. Je veux pas la maîtrise, je veux livrer des salaires. Il accepte d'être un sous-traitant. Absolument. Et là, on les voit là faire des phrases sur le maintien des sièges sociaux, et pendant ce temps-là, la Caisse de dépôt vend aux Américains Héroux-Deftech, qui était un fleuron de l'industrie aéronautique, qui représentait pratiquement 50 ans d'efforts et d'entrepreneurship. Les solutions de marché permettent de produire des illusions compensatoires. Et ça, c'est le piège le plus terrible, parce que les Québécois sont éminemment sensibles à ça. Et ça marche. Ça marche. Je veux pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que il y a le potentiel pour que dans 10 ans, ce soit une région qui soit enviable. Parce qu'elle a tous les atouts. Maintenant, est-ce que ces atouts-là, elle va être capable de les jouer? Ce mélange indispensable de solidarité régionale puis de priorité nationale. C'est ça qui va être la clé. Alors, si les Québécois se donnent les moyens de leurs ambitions et se donnent les institutions pour les réaliser, il y a un avenir brillant pour tout le Bas-Saint-Laurent. Ça, moi, là-dessus, je suis certain que le potentiel est là. La capacité est là. Est-ce que la volonté et la détermination sont là? Ça reste ouvert. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais c'est certain que ça ne sera pas en couvrant le Bas-Saint-Laurent d'éoliennes qu'on va en assurer le développement. Ça, c'est une logique extractiviste absolument perverse. C'est sûr que ça va générer des redevances, mais ça ne sera que des miettes. En comparaison des profits, ça va permettre de sortir de la région. On recommence, toujours le même modèle, tu vois. Alors, le premier ministre Legault est allé au Bas-Saint-Laurent en sortant de son caucus, en promettant des grosses jobs à 50$ de l'heure, puis en disant qu'on va doubler, peut-être même plus, le parc éolien du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça va être d'autant plus facile d'établir des éoliennes que les villages seront dépeuplés. Les riverains ne protesteront pas. Ceux qui vont rester vont être bien contents des miettes qu'on va tirer à leur conseil municipal. Ça va baisser les taxes. C'est une logique impitoyable. Merci beaucoup, Robert.